Donc, bonjour à tous. Donc, la conférence va aujourd'hui parler d'un retour d'expérience sur un site e-commerce sur lequel il y a eu du x8, donc sur le trafic organique hors marque. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons les présentations. Donc, je m'appelle Pierre Garot, j'ai 9 ans d'expérience en SEO et SEA. Donc, j'ai travaillé en tant que freelance, en agence également, et en cabinet de consulting, donc pour différents sites, vitrines, e-commerce. Alors, elle est trop loin. Et donc en janvier, j'ai créé l'agence Élysée Digital, donc qui a vocation à accompagner tout type d'entreprise et dans tout secteur d'activité, donc au niveau SEO et SEA principalement. Alors maintenant, passons à ce qui nous intéresse. Comment multiplier le trafic d'un site e-commerce? Alors faire x8, là c'est en fait dans le titre parce que en fait, c'est ce qui a été produit sur ce retour d'expérience. Mais l'idée effectivement c'est d'aller plus haut si possible ou en tout cas d'augmenter le trafic du site avec une méthode ici que je vais vous montrer mais qui n'est pas l'unique méthode possible. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais en tout cas, cette méthode a fonctionné et du coup, je vous la transmets. Et à vous de voir si vous voulez la reproduire ou voilà, l'adapter à votre sauce, on va dire. Donc, on va voir les différentes étapes, mais avant ça, alors, au niveau des chiffres, donc le site est passé donc, de mai 2023 à un trafic organique hors marque donc, de 1373 clics par mois en moyenne. Donc là, j'ai pris les chiffres du premier trimestre 2023 et il est passé à 11 233 clics par mois en 2024. Donc en 11 mois, il a fait du x8, un peu plus de x8 précisément. Et en termes de position, donc, alors le site avait 0 mots-clés dans le top 3 au départ, donc au 15 mai 2023, 12 mots-clés dans le top 10, qui sont on va dire les positions les plus importantes. Ensuite, si on regarde d'autres indicateurs, il y avait du 73 mots-clés dans le top 20 et 170 mots-clés dans le top 100. Et donc le 9 avril 2024, donc soit 11 mois plus tard, les résultats étaient bien plus probants avec 68 mots-clés dans le top 3, 177 mots-clés dans le top 10 et un trafic donc, qui a augmenté et qui a fait du x8. Donc maintenant, comment on arrive à ces résultats? Déjà, pour vous donner quelques clés de lecture, alors déjà, il faut comprendre le contexte et du coup, vous allez avoir quelques clés de lecture par rapport aux informations que je vais vous donner. Donc, pour construire on va dire, cette stratégie SEO, pour construire et pour faire augmenter le trafic d'un site e-commerce et d'ailleurs site vitrine également, il faut déjà, comprendre le marché, comprendre la concurrence, comprendre aussi la marque et les forces et les faiblesses du site. Ça, c'est une première étape, bien comprendre le domaine pour savoir quoi faire derrière. Ça, c'est, je pense, la base. C'est la première étape. Donc là, pour apporter du contexte sur ce retour d'expérience, donc là, le client, c'est un fabricant d'équipements de salle de bain. Donc une marque qui avait une notoriété déjà nationale, puisque la marque était déjà présente dans les grandes surfaces de bricolage, donc comme Leroy Merlin, etc. Donc il y avait tous les mois des recherches mensuelles de l'ordre de 3000 recherches par mois. Donc déjà une certaine notoriété nationale, mais tout de même assez faible comparée aux concurrents. La concurrence, c'est les marketplaces notamment, donc ManoMano, Leroy Merlin, Castorama, etc. Et l'autre type de concurrence, c'était aussi les concurrents directs, donc les autres spécialistes d'équipements de la salle de bain, comme Kinedo par exemple, qui est un fort concurrent, ou Schulte, qui étaient aussi des marques, qui sont des marques reconnues sur le secteur. Donc pour donner aussi du contexte par rapport à cette concurrence, donc là, j'ai donné quelques noms. Leroy Merlin, c'est par exemple 6 millions de recherches par mois sur la marque. ManoMano, c'est 1 million de recherches par mois. D'autres marques comme Castorama, Conforama, c'est aussi 2 millions de recherches. Donc 2 millions de recherches ou 6 millions comparés à 3 000, il y a un gros gap. Et donc,
un des avantages à ce niveau-là, au niveau de la notoriété, il y a voilà, un des avantages au départ qu'il faut justement compenser par ailleurs, donc, pour bien se placer. Donc il faut être conscient de cette faiblesse-là, en l'occurrence pour ce client, enfin pour cette marque. Juste une précision, je ne citerai pas la marque pour une raison de confidentialité, mais je vous donnerai quand même des éléments sur le secteur pour que vous compreniez bien les enjeux. Donc, autre chose au niveau du contexte, c'était un site qui était vraiment vierge de tout travail SEO. Donc, il y avait déjà un site e-commerce en place depuis 2 ans, sauf qu'il n'avait pas été optimisé, il n'avait pas été travaillé, il n'y avait pas eu de stratégie SEO déjà pensée. Il n'y avait vraiment pratiquement aucun contenu, en fait, que ce soit sur les pages catégories ou sur le blog. Sur les fiches produits, par contre, il y avait un contenu, mais qui était quasiment dupliqué. Et voilà le contexte, en gros. Et donc, à partir de ça, l'objectif, c'était de faire plus de trafic SEO, donc de gagner en visibilité, donc contre cette concurrence qui est déjà bien en place, contre les marketplaces, contre les autres concurrents aussi qui se positionnaient dans le top 10. Et donc, alors que le site avait très peu de positions dans le top 3, dans le top 10, etc. Alors, quelle a été l'étape suivante? Donc l'étape suivante, ça a été déjà de mettre en place les bons outils, parce que sans outils, comme le dit Confucius notamment, un ouvrier qui veut bien faire son travail doit d'abord préparer ses outils. Ça marche aussi pour le SEO. Donc on a mis en place différents outils. Alors il y avait déjà Google Analytics et Google Search Console en place, donc ceux-ci, on les a gardés. Et ensuite, on a mis en place un outil de suivi des positions, principalement, donc en l'occurrence SEMrush, mais il y en a d'autres. Et donc l'idée vraiment c'était de s'outiller pour suivre les résultats, suivre la stratégie et suivre les performances. En même temps, alors il y avait déjà un tracking en place, mais ça c'est important à faire pour suivre notamment les conversions et les revenus générés par le site e-commerce. C'est plus difficile de suivre une stratégie et la pertinence d'une stratégie si on ne peut pas suivre le nombre de conversions que le trafic SEO a généré notamment et les revenus générés en parallèle. Donc c'est important à faire si ce n'est pas fait. Là, c'était déjà en place. Et du coup, pour mesurer la pertinence de la stratégie et l'évolution, donc il y a eu 5 indicateurs qui ont été principalement suivis. Donc c'est le trafic organique, donc l'évolution du trafic, l'évolution donc des conversions, des revenus générés, l'évolution des positions et l'évolution du CTR. Donc c'est 5 principaux KPI qui sont à mon sens importants. Il peut y en avoir d'autres, mais ça a permis en tout cas de comprendre si la stratégie allait dans le bon sens ou pas. Donc ensuite, comment optimiser le site pour avoir des résultats SEO? Donc alors là, je vais enfoncer une porte ouverte. L'idée, ça va être d'optimiser donc les 4 piliers SEO, donc contenu, technique, popularité, expérience utilisateur. On va aller dans le détail. En fait, c'est la base du SEO. Effectivement, j'invente rien en disant ça. Du coup, comment faire déjà au niveau stratégie? On a commencé par des quick wins, donc identifier des optimisations rapides qui permettaient d'avoir des gains de position immédiats quasiment et pour avoir des résultats. Alors, il y a 2 objectifs à ça. Donc là, sur ce retour d'expérience, donc je suis prestataire, donc il y a un enjeu de confiance. Donc quand un client investit un budget quand même conséquent, il faut montrer des résultats assez vite, justement pour que les efforts et les investissements soient poursuivis. Donc l'idée des quick wins, c'est de montrer que le SEO, ça fonctionne et ça peut apporter des résultats assez vite. Donc l'idée, effectivement, ça c'était le premier objectif, donc générer la confiance et 2, avoir des résultats rapides. Donc l'idée, ça a été d'identifier donc les pages qui se positionnaient dans le top 30 de Google, identifier ces pages qui se positionnaient sur des mots-clés quand même à fort volume et regarder quelles optimisations étaient possibles de faire. Donc les optimisations rapides, ça a été améliorer le title, la métadescription, qui était soit pas optimisé par rapport aux mots-clés, soit trop long, soit trop court. Donc avoir des titles, métadescriptions plus accrocheurs pour augmenter le CTR justement et amener plus de trafic sur les pages en question. Deuxième optimisation assez rapide, c'est optimiser le contenu on-page. Donc soit rajouter du contenu
par rapport aux mots-clés identifiés, aux intentions de recherche identifiées, soit voilà, réécrire le contenu. Sur certaines pages, notamment vu qu'elles étaient vides de contenu, ça a été simplement ajouter une introduction et ça a permis déjà de beaux gains de position assez rapides, de passer parfois de la page 2 ou 3 à la page 1. Donc ça, c'était la première véritable étape de la stratégie. Ensuite, donc à ce moment-là, alors effectivement, au départ, il n'y avait pas de stratégie SEO, donc l'arborescence n'était pas forcément adaptée aux intentions de recherche. Donc l'étape suivante, ça a été vraiment de refondre toute l'arborescence, donc pour faire coïncider en fait les catégories de produits avec les intentions de recherche. Je prends un exemple un peu plus concret. Donc, alors, le client donc, commercialise donc, plusieurs équipements de salle de bain, donc cabines de douche, des portes et parois de douche, des meubles de salle de bain et donc voilà, une variété de produits. Et par exemple, il avait regroupé toutes les portes et parois sous une même catégorie, alors qu'en vérité, c'est deux intentions différentes. On a une intention de recherche liée aux parois de douche et une intention liée aux portes de douche. Ce n'est pas du tout la même chose. Et d'un point de vue expérience utilisateur également, les personnes qui cherchent une paroi ne recherchent pas forcément une porte et vice-versa. Et donc déjà, de ce point de vue-là, classer tout dans la même catégorie, ça rend la sélection du bon produit plus difficile. Et d'un point de vue SEO, ça ne permet pas d'être pertinent sur les deux requêtes. Donc sur cet exemple-là, on a divisé cette page-là, porte et paroi, en deux pages, une page paroi de douche, une page porte de douche. Sur d'autres exemples aussi, le langage utilisé n'était pas forcément celui employé par les internautes. Par exemple, il y avait une catégorie kit, meubles de salle de bain en kit, dans le sens où il proposait donc des meubles vasques avec des vasques et miroirs, sauf que en fait les internautes n'utilisent pas le mot kit, ils utilisent plutôt ensemble meubles de salle de bain. Donc là, on a renommé la catégorie pour coller à l'intention de recherche. Et de la même manière, il y a eu certaines renominations des catégories pour vraiment coller aux intentions de recherche. Et ce travail-là, alors il a nécessité un travail assez conséquent. Déjà, il a nécessité une étude sémantique au départ, donc pour identifier les termes, les bons mots-clés, on va dire, pour les catégories. Ça a aussi nécessité donc un travail au niveau du classement des produits. Donc il a fallu reclasser tous les produits en fonction des nouvelles catégories créées et des changements de catégorie. Donc derrière, redispatcher tous les produits sur l'ERP, préparer le fichier de redirection puisqu'il y a eu des changements d'URL. Et derrière déployer tout ça en vérifiant justement que post-refonte, il n'y ait pas d'erreur 404 notamment, et qu'il n'y ait pas de couac aussi dans le déploiement. Donc suivre ça et ainsi que le suivi des positions pour voir justement si cette stratégie et si ces changements étaient les bons, si ça a permis d'améliorer les positions ou si ça a eu aucun effet ou un effet négatif. Sachant qu'une refonte mal gérée, effectivement, ça peut emmener des pertes de position. Donc c'est important de suivre ça justement avec les bons outils. En l'occurrence, cette refonte, elle a été bénéfique, sachant qu'après, effectivement, les pages ont aussi été optimisées d'un point de vue, enfin différents points de vue, et notamment au niveau du contenu. Donc surtout sur les pages catégories, notamment. Alors il n'y avait aucun contenu, mais pour augmenter leur visibilité, donc il y a eu une introduction qui a été ajoutée avant la liste de produits, et il y a eu un contenu beaucoup plus long, en tout cas pour se positionner sur les mots-clés concurrentiels comme cabine de douche, paroi de douche ou porte de douche, un contenu beaucoup plus long inséré en dessous de la liste de produits, avec notamment une partie FAQ qui répond aux questions souvent posées par les internautes. Et du coup, alors c'était aussi donc un contenu optimisé, donc utilisant un champ sémantique adapté à chaque fois et qui essayait d'être tout de même accrocheur. Ça a été un contenu donc écrit
on va dire, en partenariat, on va dire, avec l'intelligence artificielle, en partenariat parce que tout n'a pas été automatisé comme certains pourraient le faire, parce qu'effectivement, à titre personnel, je pense que c'est dangereux. Il y a certains sites qui l'ont fait et puis qui ont vu leur position se dégrader au bout de quelques mois. Donc en fait, on a utilisé l'intelligence artificielle pour accélérer la rédaction web. Cela étant dit, ça a toujours été fait dans un contrôle quand même assez strict. Donc derrière, on corrigeait vraiment et on remaniait les contenus créés par l'IA et on veillait à ce que ça soit de qualité et qu'il n'y ait pas les patterns vraiment identifiables et liés à l'IA. Donc au final, c'est un contenu, à mon sens, optimisé et qualitatif, puisqu'il nous a permis, il a permis au site de se classer dans le top 10 et puis même dans le top 3 sur des recherches sur des recherches concurrentielles. Donc notamment de dépasser des sites et des marques qui ont une notoriété beaucoup plus forte. Sur certaines requêtes, le site se positionne notamment devant ManoMano, Castorama et autres. Donc ça, c'était pour les pages catégories. En parallèle, il y a eu un contenu également de qualité créé sur le blog. Donc pareil, un contenu généré avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Alors, la qualité a été privilégiée à la quantité, dans le sens où il n'y a pas eu tant d'articles de blog réalisés. De manière générale, pareil, il n'y a pas eu un volume énorme de produits en termes de contenu. Sur le blog, on était entre 4 et 10 articles par mois. 10, c'était vraiment dans les mois où il y avait beaucoup de production. Mais du coup, ça a, à mon sens, permis quand même d'apporter une complémentarité au champ sémantique utilisé sur les pages catégories. Et ça a permis de favoriser en tout cas le positionnement sur les mots-clés concurrentiels. Je prends un exemple sur cabine de douche par exemple, donc il y a un mot-clé recherché à peu près 40 000 fois par mois, 40 500 fois. Il y a eu des contenus connexes créés sur le blog comme quelle est la meilleure cabine de douche en 2024. Ce n'est pas un mot-clé très recherché, c'est à peu près 90 recherches mensuelles. Mais au final, ça crée quand même du trafic sur une requête qui est quand même pertinente. Et derrière, ce contenu-là a été maillé vers la page catégorie et ça a probablement favorisé son bon positionnement. Sachant que sur cabine de douche, maintenant, le site est dans le top 3. Sur d'autres mots-clés, pareil, l'idée c'était de faire, par exemple sur les parois, de faire des articles sur comment poser une paroi de douche, ou comment choisir sa paroi de douche, donc des guides, apporter de l'information vraiment utile aux internautes, toujours en se basant quand même sur les recherches utilisateurs, même si les recherches au final enregistrent moins de 100 recherches par mois. L'idée c'était tout de même de créer un contenu pour, au final, pas forcément pour générer du trafic, mais pour booster les pages catégories ou sous-catégories du site. Alors effectivement, donc c'est ce que je disais juste avant, donc la qualité a été privilégiée à la quantité, notamment donc sur le blog, l'idée c'était de viser les mots-clés middle tail et long tail, donc long train plutôt, donc avec des volumes assez faibles tout de même, mais quand même de proposer des contenus longs. Donc je pense que sur la partie blog, il n'y a pas des contenus qui sont en dessous de 800 mots, donc chaque article en fait apporte de la valeur. Notamment je prends l'exemple de tout à l'heure, sur les meilleures cabines de douche, on propose une sélection de cabines de douche donc de la marque, avec une description de chaque cabine et derrière on explique quelques conseils pour choisir la cabine. Et donc au final c'est des contenus qui font entre 800 et 2000 mots. Et le résultat c'est que avec ces articles-là, ces articles se positionnent généralement dans le top 10. Depuis ces articles, il y a un lien donc, vers les pages catégories qui les pousse. Et du coup, donc ça c'est pour la partie maillage. Donc voilà, c'est un ensemble. Donc, pour la partie maillage, du coup, il y a eu des liens de fait donc, depuis tous les articles de blog vers les pages catégories et également des liens respectifs entre les pages catégories et sous-catégories, dans le sens où alors le maillage est à mon sens hyper important et permet vraiment
de structurer le site correctement, de structurer les visites, d'orienter les robots Google et les internautes également correctement. Donc sur les pages catégories, il y a des liens vers les pages sous-catégories. En fait, c'est un peu le principe du cocon sémantique. Donc par exemple, sur les cabines de douche, il y a pour la catégorie cabine de douche, il y a des sous-catégories cabine de douche carré, cabine de douche rectangle, cabine de douche quart de cercle. Et du coup, il y a un maillage de la page cabine de douche vers les pages sous-catégories, donc cabine carré, cabine rectangle, cabine quart de cercle, ascendant et descendant, donc un maillage respectif, et pareil pour toutes les catégories. Donc en gros, pour toutes les catégories du site, il y a des sous-catégories qui ont été identifiées, qui correspondent aussi à des intentions de recherche, et toutes ces pages sont maillées avec un maillage ascendant-descendant, et de même, il y a un maillage du blog vers la catégorie pour pousser évidemment les pages catégories qui doivent se positionner sur les mots-clés les plus concurrentiels. Donc ça, c'est le deuxième point, le deuxième aspect d'optimisation, donc le maillage interne du site. Troisième optimisation, c'est la popularité. Donc, alors, on peut englober beaucoup de choses dans la popularité, mais notamment un des aspects, c'est le netlinking et le nombre de liens que le site reçoit. La force également des domaines référents. Donc pour augmenter la popularité du site, qui en avait déjà tout de même au départ, on a utilisé du netlinking. Et alors on l'a fait de deux manières. On a utilisé l'achat d'articles sponsorisés, donc en utilisant des plateformes de netlinking, et on a utilisé des relations presse. Donc l'idée, c'était d'obtenir des liens de la manière la plus naturelle possible. Effectivement, comme vous le savez probablement tous, c'est une pratique que Google n'accepte pas, c'est une manipulation de l'algorithme, et donc si elle est détectée, elle est pénalisable. Donc l'idée, effectivement, c'est de passer sous le radar de Google, donc de faire ça intelligemment, pour avoir des résultats et pousser davantage les pages sur les mots-clés désirés. Donc au final, c'est l'achat d'articles et les relations presse se sont imbriqués et se sont complétés. Les relations presse ont notamment permis d'avoir des liens, alors des mentions d'une part, sans forcément de lien. Donc il y a plusieurs gros médias qui ont cité la marque sans faire de lien. Et en fait, les journalistes ont toute liberté de mettre un lien ou non. En fait, l'avantage et l'inconvénient, c'est l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas maîtriser ce qui est produit, en fait, ce qui est publié. Donc on ne peut pas demander à un média d'insérer un lien sur une marque. Enfin, on ne peut pas l'imposer en tout cas. L'avantage, c'est que les relations presse permettent d'obtenir des médias très populaires et du coup, soit des mentions, soit des liens. Donc notamment, il y a eu un lien sur le site Femina qui est très populaire et qui a boosté du coup la notoriété du site. Et en parallèle, il y a eu du netlinking de réaliser. Donc de manière intelligente dans le sens où les domaines référents choisis étaient de qualité. Donc, notamment, voilà, il y a certains sites qui sont donc ce qui s'appelle des fermaliens, ceux-là ont été évités. Donc, il fallait que les sites, notamment, aient une page contact, une page mention légale. Tous les sites n'en ont pas. Il fallait aussi qu'il y ait un minimum de TF. Donc TrustFlow, il fallait aussi qu'il y ait tout de même, que le site soit un minimum visité, donc un minimum de trafic. Ça, c'était pour le choix du domaine référent. Ensuite, au niveau du netlinking, les encres ont été diversifiées, donc il n'y avait pas uniquement de l'encre optimisée qui serait rapidement repérée par Google, mais il y a eu des encres donc, sur la marque, des encres sur le nom de domaine, des encres vraiment pas du tout optimisées sur cliquer ici, et quelques encres effectivement optimisées donc sur les mots-clés, par exemple paroi de douche, cabine de douche et autres. Et en même temps, donc, il y a eu des backlinks réalisés donc, et vers la homepage et vers les pages profondes. Vers la homepage, il y a eu beaucoup de backlinks parce qu'au départ, le site n'en avait pas beaucoup vers cette page. En même temps, il y a eu donc des backlinks réalisés vers les pages qu'on souhaitait pousser, donc vers la page catégorie cabine de douche, vers la page catégorie paroi de douche, et aussi vers d'autres pages de blog, par exemple, qui elles-mêmes faisaient un lien vers ces catégories. Et autre technique qui a été aussi réalisée, alors de manière plus marginale, mais du netlinking sur deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un lien de publié par exemple sur Femina, sur le magazine Femina, et on a réalisé des liens vers cet article Femina
qui poussent derrière, enfin qui pointent derrière vers le site. Donc un maillage sur 2 niveaux pour booster on va dire le trust flow des articles externes. Donc le résultat, c'est qu'il y a eu alors chaque mois de nombreux liens obtenus. Donc surtout par le netlinking, pour les RP, c'était plus des mentions de marques. Donc le nombre de liens obtenus variait entre 10 et 40. Alors évidemment, il y avait un budget consacré au netlinking. Et il y avait surtout un impact positif sur le positionnement. Donc j'ai pris 3 exemples là, donc notamment sur cabine de douche. Le site se positionnait en 47e position au 2 août, sachant que le premier backlink, grâce à cette stratégie, a été obtenu le 20 août 2023, donc grâce au RP. Et entre le 20 août et aujourd'hui, en fait, l'achat de liens ne s'est pas arrêté. En fait, ça a été continu. Pourquoi ? Parce que l'arrêt de l'obtention de backlink pourrait avoir un effet négatif. En général, l'obtention de backlink a un effet assez éphémère. Si on arrête le netlinking pendant quelques temps, en fait, les positions retombent et du coup, c'est ce qu'on a voulu éviter. Donc, on poursuit en fait le netlinking ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. C'est en continu. Et du coup, ça permet d'obtenir entre 10 et 40 backlinks par mois. Et donc sur cabine de douche, alors la page est passée le site est passé de la position 47 au top 3, qui était la position hier, la position notée par SEMrush. Sur paroi de douche, il y a eu aussi de beaux gains de position, donc avec un passage de la position 27 au top 10 obtenu. Donc le site est aux alentours oscille entre la position 6 et 8 sur paroi de douche. Et sur porte de douche notamment, pareil, ça a permis d'obtenir le top 10. Sachant que entre août et avril, il n'y a rien de plus qui a été fait concrètement sur les pages, il n'y a pas eu de contenu ajouté. Il y a eu des articles de blog publiés, certes, mais il n'y a eu rien d'autre que du netlinking basiquement. Donc voilà, ça a eu, à mon sens, un effet très positif. Et parce que aussi, le netlinking n'a pas été arrêté, ça a permis de conserver les positions. Donc, notamment aujourd'hui, cette stratégie de netlinking est poursuivie. Donc, déjà pour améliorer sur les mots-clés qui ne rankent pas encore dans le top 3 et pour améliorer sur d'autres mots-clés. Alors, en parallèle, à côté du netlinking, il y a aussi eu des optimisations techniques et UX. Donc, j'ai regroupé dans une slide. Alors, il y a eu plusieurs choses de fait, mais notamment, ce qui a été important, c'était la réduction du temps de chargement des pages. Le renseignement des balises alt, donc aucune image avait de balises alt, donc on l'a renseigné, et également on a diminué la taille des images parce que les images étaient très lourdes, et en fait tout ça a été fait dans un but, c'était de déclencher les rich snippet vignettes. Donc c'est ce que vous voyez apparaître ici. Avant, le site apparaissait sans images. Et vraiment, avoir ces vignettes, ça permet d'améliorer le CTR. Et donc, c'était important de les avoir. Donc, en fait, toutes ces optimisations-là ont permis de déclencher ce résultat enrichi qui a été important. Et sans doute, ça a eu un effet positif sur le positionnement des mots-clés. Mais le résultat principal, ça a vraiment été le déclenchement de ces vignettes-là. Donc, ça a été... En fait, c'est des optimisations qui ne se sont pas faites d'un coup. Ça s'est fait petit à petit et on voyait que notamment la réduction du temps de chargement des pages, ça a permis vraiment de faire une grande différence là-dessus. Après déploiement de cette optimisation, quasiment le lendemain ou 2 jours plus tard, le résultat enrichi, donc vignette, s'est déclenché. Donc il y a une corrélation entre optimisation technique et cette apparence sur les SERP. Après, il y a eu d'autres optimisations techniques. Alors pour WordPress, notamment là, le site tournait sur WordPress, donc on s'est principalement servi du plugin WP Rocket qui est assez facile à configurer et qui permet d'accélérer le site.
Alors, si je devais résumer, voilà, comment faire pour augmenter le trafic d'un site e-commerce. Alors, l'objectif, c'est pas forcément de faire x8, c'est voilà, vraiment d'aller plus haut, d'aller chercher du trafic, de faire x4, x5, x6, x10. Enfin, après, chaque site va avoir ses objectifs selon sa taille, selon les objectifs de vente et les ressources en interne. Mais ça va être donc de travailler les 4 piliers du SEO. Donc travailler, je pense que le contenu, c'est la partie la plus importante. Sans contenu, ça va être compliqué de ranker, sachant que là, en l'occurrence, l'idée, c'était vraiment de compenser la forte notoriété des marketplaces et de certaines marques. Donc vraiment, on a produit un contenu et on a donc mis en place un contenu vraiment long, qui n'est pas forcément voilà, ce que font les marketplaces. Sur Leroy Merlin, il n'y a quasiment aucun contenu, ou sur d'autres marketplaces, il n'y a quasiment aucun contenu sur les pages catégories. On a fait tout l'inverse, on a mis beaucoup de texte et du coup, ça a permis d'obtenir des résultats. À mon sens, ça a compensé du coup la moindre notoriété. Donc contenu hyper important. Netlinking, c'est aussi à mon avis efficace pour justement pour gagner en popularité et pour grappiller des positions. L'aspect technique, alors l'aspect technique il est important, mais un site peut se positionner même s'il reste des erreurs techniques. Même s'il y a des problèmes de 404, etc. Aujourd'hui, le site a encore beaucoup de problèmes techniques et pourtant, il arrive à obtenir ces positions-là. Donc, il ne faut pas forcément se focaliser sur tous les problèmes techniques et les optimiser au maximum, on va dire, parce qu'on peut avoir des positions, même si le site n'est pas, entre guillemets, 100% propre. Et là, donc technique, expérience utilisateur, je mets les deux, on va dire, dans la même dimension. C'est pour obtenir des positions, c'est pas forcément le plus prioritaire, même s'il faut s'en occuper. Le dernier point, c'est faire preuve de constance. Ça, c'est important. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand le site restait, on va dire, sans nouveau contenu ou sans nouveau backlink, on va dire de manière trop longue, en fait, il perdait des positions. Donc la constance dans les optimisations, dans la production de contenu est en fait décisive pour avoir des résultats. Alors maintenant la question Mug. Donc, quels sont les 5 KPI qui ont permis de suivre les performances SEO ? Oui. Trafic organique, conversion, CTR. Oui. Trafic organique, position, CTR, conversion, revenu. C'est ça. Vous pouvez venir prendre votre mug. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors moi, ma question, c'est sur vous êtes venu appuyer sur le trafic organique, c'était x8, c'était quoi appuyer sur les conversions ? Alors, je n'ai pas le montant. Alors, sur les conversions, je n'ai pas forcément le montant. On va dire le ratio sur le chiffre d'affaires, c'est à peu près du x2. Sachant qu'il y a, alors là c'était sur le trafic, le tableau c'était, les chiffres c'était sur le trafic organique hors marque, sachant que le trafic organique marque, il n'a pas fait du x8, c'était du x2 également. Donc il n'y a pas le même ratio entre le marque et le hors marque. Et vous avez aussi des fois vous faites ça sur les mots-clés hors marque ? Il y a aussi du paid search, et effectivement, notamment sur 3 des mots-clés, donc il y avait des campagnes, donc notamment qui renvoyaient sur les pages cabine de douche, paroi de douche, porte de douche. Après, le positionnement SEO n'est pas forcément lié aux campagnes, dans le sens où
il y a cette année-là, les campagnes ont été coupées sur le mot-clé paroi de douche, donc sur la famille paroi de douche, et il n'y a pas eu d'incidence, en tout cas, sur les positions. En tout cas, à 3 mois post-arrêt des campagnes, le site a continué de progresser sur ce mot-clé-là. Oui. Alors, si le site a plus de pages, c'est ça, ou plus de trafic? Oui. Alors effectivement, il y a des risques par rapport à une refonte de ces types-là. En tout cas, si elle est mal gérée, il y a un risque de perte de position. Après, voilà, je pense que effectivement, je l'aurais quand même conseillé en faisant attention à ce que tout soit fait de manière propre, parce que même s'il y a des risques, il y a aussi de beaux gains de position à la clé, un beau gain de trafic escompté. Donc même si effectivement le site génère plusieurs milliers déjà de recherches par mois, je le conseillerais. Oui. Vous avez fait combien sur une année en termes de budget netlinking? Alors, le budget netlinking, alors je parle hors média, hors RP, oui, c'était à peu près 1 000 € par mois. Oui. Ouais, je la refais avec le micro. Du coup, sur la partie RP, il y avait un budget dédié associé, ou est-ce qu'en fait, tu avais déjà des relations avec des journalistes pour obtenir des liens dans ta thématique? Alors, pour la partie RP, en fait, on est passé par une agence RP. Donc, effectivement, il y a eu un budget dédié qui était consacré à l'agence et qui a géré tout cet aspect-là. Allez, on remercie Pierre. Merci.